Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'innovation responsable. Comment investir de manière responsable, évidemment, dans l'innovation responsable. On en parle avec Alice Albizati, associée et cofondatrice de Revaya. Bonsoir Alice, merci beaucoup d'être là ce soir. Bonsoir Grégoire. Vous êtes donc associée et cofondatrice de Revaya, société de capital investissement spécialisée dans le financement des entreprises innovantes, en croissance et responsable. Comment vous abordez justement ce thème de l'innovation responsable, qui est forcément un thème à multiples dimensions? Comment vous l'abordez? Quel est votre ou vos angles d'attaque justement pour traiter ce sujet de l'innovation responsable, Alice? Oui, c'est une bonne question. Nous, ce sujet de l'innovation responsable, c'est au cœur de notre rôle d'investisseur chez Revaya. Notre objectif, c'est d'être une société de gestion qui puisse délivrer la meilleure performance. Et pour délivrer la meilleure performance, il faut insuffler cette dimension de durabilité, de pérennité. Et donc, c'est une question qu'on se pose sur tous les stades de notre métier d'investisseur, de l'identification d'opportunités d'investissement, à l'exécution de nos investissements et à l'accompagnement de nos sociétés en portefeuille. Donc, on a vraiment ces différents niveaux et on va se poser à chaque fois la question, d'une part, du modèle d'affaires de ces sociétés. Est-ce que ce modèle d'affaires adresse ou non des enjeux du développement durable de l'ONU, par exemple, ou est-ce qu'on va être sur un modèle neutre ou sur un modèle négatif? Et on regarde également le deuxième niveau, qui est celui des pratiques business de la société. Quel est l'impact de la société sur l'environnement, sur ses clients, sur l'écosystème? Donc, pour commencer par la première question, qui est un peu la plus évidente, on a l'opportunité, en tant qu'investisseur dans la technologie, dans la croissance, d'investir dans l'économie réelle de demain et donc flécher les capitaux vers les sociétés qui, par leur modèle, vont adresser des enjeux tels que l'éducation, la santé ou l'environnement. Ça va être un levier puissant d'investissement responsable. Par exemple, chez Revaya, nous avons investi dans une société qui s'appelle Hublot. Hublot, c'est un logiciel pour le monde de la santé, qui va équiper des établissements hospitaliers, des cliniques, des EHPAD, pour leur permettre de résoudre l'enjeu de la pénurie de talent dans le monde de la santé. Donc ça, c'est un impact direct sur l'amélioration de la santé. On a investi dans Deepkey, sur un autre secteur, qui est celui de l'environnement. Pas besoin de parler de l'urgence climatique à laquelle on fait tous face. Deepkey permet d'équiper les actifs immobiliers, les propriétaires immobiliers. Il faut savoir que le secteur de l'immobilier représente à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, c'est critique d'adresser la question de la trajectoire net zéro de ce secteur-là. Et l'objectif de Deepkey, c'est de donner les outils analytiques, les outils logiciels pour accélérer la transition vers le net zéro. Donc là, on parle effectivement de sociétés qui, par la nature de leurs produits ou de leurs services apportés au marché, sont forcément effectivement des bienfaiteurs ou des bienfaitrices sur une ou plusieurs dimensions de l'aspect responsable. C'est ça, Alice? Exactement. Donc ça, c'est le côté positif. Il y a d'autres entreprises qui, à l'inverse, par leur modèle, vont avoir un impact, des externalités négatives sur certains champs, soit environnementaux, sociétaux, c'est les principaux piliers. Donc, par exemple, des secteurs tels que qui incitent à la surconsommation, par exemple la fast fashion, on peut se poser la question de l'impact environnemental de ce type de société. Et donc nous, ce qu'on a construit avec Revaya, avec notamment notre équipe dédiée à l'investissement responsable, donc c'est 2 personnes dédiées à l'ESG, on a identifié les secteurs clés qu'on va prioriser dans l'identification d'opportunités d'investissement. Sur ces secteurs-là, on va faire des deep dives sectoriels, donc des analyses sectorielles pour identifier de façon proactive les opportunités d'investissement et pour les surreprésenter dans notre deal flow. Et à l'inverse, il y a certains secteurs sur lesquels on va se poser des questions qu'on met sur des listes d'observation. Pour investir dans ce secteur-là, il faut qu'on ait de très bonnes raisons de la part de l'équipe ESG pour valider l'investissement potentiel. Oui, c'est intéressant d'ailleurs dans la hiérarchie. C'est
l'aspect ESG qui valide avant tout la pertinence ou non du cas d'investissement. Je ne sais pas si c'est avant tout, disons que c'est l'ESG, on le met au même niveau. D'accord, mais c'est pas moins en tout cas. Voilà, c'est pas moins. Je ne sais pas si c'est avant tout, mais c'est partie prenante de notre décision, de notre métier d'investisseur, et donc on le met au même niveau. Comment on s'engage avec ces entreprises? Effectivement, alors il y a ceux qui apportent des solutions qui sont un bienfait évident pour une ou plusieurs dimensions de l'ESG, pour dire les choses simplement. Comment on s'engage avec les autres entreprises dans lesquelles on a décidé d'investir, où là l'objectif est d'atténuer effectivement un impact qui est peut-être trop négatif et qui pourrait être beaucoup plus neutre, voire positif demain. C'est quoi la méthode d'engagement chez Revalia pour vous, Alice? Voilà. Alors, le premier outil pour cet engagement, en tant qu'actionnaire minoritaire, c'est l'influence qu'on va pouvoir avoir au niveau de la gouvernance de la société. Et donc, quand on parle de gouvernance, forcément la question des conseils de surveillance est une question critique. Et donc nous, on a mis en place un modèle innovant de gouvernance où on va, au moment de notre investissement, encourager l'ajout de compétences diversifiées, donc opérationnelles, et avec une diversification, oui, en termes d'expertise opérationnelle, en termes de genre, pour pouvoir accompagner les sociétés en apportant des réflexes d'investisseurs de capital risque, d'investisseurs de capital croissance, de growth, mais également pour aider nos dirigeantes dans leurs enjeux opérationnels. C'est-à-dire que vous constatez qu'au sein des conseils, alors il y a la question de la diversité du genre, et je ne crois pas que la tech soit d'ailleurs forcément très bien disante en matière de diversité de genre, mais il y a aussi la diversité d'expertise. Et ça manque aujourd'hui beaucoup dans ces conseils. Donc, en tout cas, nous, on investit au stade où les sociétés, au stade de scale-up. Ouais. Et donc, elles ont dépassé la phase d'amorçage, la phase de capital risque. Et c'est des entreprises qui commencent à se structurer. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'au moment où on rentre au capital de ces sociétés, le conseil de surveillance est principalement composé des investisseurs financiers historiques et des fondateurs. Donc, bien sûr. Et donc, c'est le bon moment. Pour pouvoir ajouter ces talents supplémentaires. Et c'est pour ça que nous, on l'encourage soit par l'ajout de membres du conseil indépendants, soit nous, en obtenant 2 places de représentants au sein de ces conseils, votants et non-votants. Et on a pu faire venir des personnes telles que des personnalités très connues dans le monde de la technologie aux États-Unis. On a fait rentrer une femme qui s'appelle Trisha Han, qui est formidable, au board de GoHenry, qui est une société anglaise dans l'univers des paiements pour la famille, des finances familiales. On a fait venir au board de Epsor, qui est une société française d'épargne salariale et épargne retraite, le cofondateur de PeopleDoc, qui a fait une très jolie histoire dans l'univers du logiciel pour les ressources humaines. Et donc ça, c'est une chance énorme de pouvoir apporter ces personnes qui sont déjà passées par là et qui vont apporter une perspective qui est celle de dirigeants, de cofondateurs de scale-up. Donc ça, on a fait ça dans plus de la moitié de nos sociétés et c'est quelque chose où on peut mesurer l'impact concret. Une fois qu'on a mis la gouvernance, effectivement, avec injecter cette diversité dans la gouvernance, quelles sont les étapes ensuite de l'engagement, effectivement, que vous entretenez avec ces entreprises? C'est bien de parler d'étapes, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, comme le développement de toute société. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'investisseurs, on est là pour la durée, on est là dans le temps. Donc, un autre outil de gouvernance, c'est celui de mettre en place des clauses dans la documentation juridique, dans les pactes d'actionnaires, par exemple, où nous, c'est ce qu'on a fait depuis le début de nos investissements chez Revalia, c'est partager ces objectifs, cette ambition commune entre l'équipe de management et les actionnaires d'accomplir de la performance durable. Et donc, on peut rentrer dans le détail de clauses très spécifiques telles que les clauses sur les sujets de diversité et inclusion. Et donc, hier, il y a eu des annonces d'une initiative à laquelle on a contribué de Take Your Place pour inclure ces clauses
diversité inclusion de façon générique. Plus systématique. Plus systématique dans les pactes d'actionnaires. Donc ça, c'est un exemple. On peut également inclure des clauses sur les trajectoires environnementales de nos sociétés. Donc, on sait qu'on doit tous faire face aux accords de Paris. Donc, comment est-ce qu'on essaye de positionner toutes les sociétés pour être une trajectoire, d'augmentation, de limitation de l'augmentation de la température. On est dans la limitation aujourd'hui. Le plus proche possible des 1,5 degré et en delà des 2 degrés. Et donc ça, c'est notre responsabilité en tant qu'investisseur, en tant que dirigeant, de se positionner pour se rapprocher là-dessus. Et donc, ces engagements, nous, chez Revelia, ils sont nourris par notre équipe ESG qui va pouvoir mettre à disposition de nos sociétés une boîte à outils. Cette boîte à outils, elle va leur permettre de déjà comprendre, et parce que ce sujet, il ne suffit pas qu'il soit discuté au niveau du board, il doit être discuté par l'ensemble de la société, de décortiquer le sujet, parce qu'en fait, on parle de ESG comme si c'était un bloc, mais ça regroupe la trajectoire environnementale des entreprises, son impact et sa responsabilité sociétale, ainsi que la bonne gouvernance. Donc, ça regroupe des choses qui sont très variées. Et ensuite, on va pouvoir, avec cette collecte de données, ces discussions fréquentes, cette boîte à outils, identifier les partenaires qui vont être le plus pertinents pour le stade de développement de une de nos sociétés. Et on a des sociétés qui font 5-10 millions d'euros de revenus. On en a qui sont beaucoup plus matures, à 150 millions et plus. Donc, ce n'est pas les mêmes besoins. Et ça fait qu'on a déjà eu, avec cet engagement et cet accompagnement, des résultats importants. On parlait de la trajectoire environnementale. On a aujourd'hui les 3/4 de nos sociétés de Revelia Growth 1 qui ont calculé leur empreinte carbone. Ce n'était pas le cas au moment de notre investissement. Oui, c'est important qu'il y ait des résultats, effectivement, et des résultats visibles assez vite, même si les horizons de temps sont des horizons longs, mais c'est important qu'il y ait ces étapes de résultats aussi, qu'on puisse constater. On sait qu'on est dans un moment aussi où on parle de plus en plus de impact washing, de greenwashing, etc. Donc, l'approche qu'on a, c'est très pragmatique, centrée sur des résultats et des ambitions qui viennent s'augmenter d'année en année. Merci beaucoup Alice. Alice Albizati, associée et cofondatrice de Revelia, qui était l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Merci.